mieux assimiler les ressources, mais aussi de se transférer des ressources telles que de l'eau, des sucres et des métabolites secondaires de défense, par exemple. Ainsi, les arbres greffés présentent généralement une meilleure croissance et une meilleure résistance aux perturbations environnementales. Je m'intéresse à ce phénomène chez le sapin baumier. Donc, les peuplements de sapins baumiers sont très denses parce qu'il y a beaucoup d'arbres et ils sont très proches les uns des autres. On dit que la compétition intraspécifique est très forte. La compétition intraspécifique, c'est une interaction négative entre deux arbres liée à l'acquisition des ressources. Plus la densité des peuplements est forte, plus la compétition intraspécifique est forte, et en général, plus la croissance des arbres est limitée. Dans ma thèse, on suppose que chez le sapin baumier, il va y avoir des greffes racinaires et qu'elles vont limiter cet effet négatif de la compétition intraspécifique sur la croissance en favorisant le transfert des ressources. Donc, dans un premier temps, nous sommes partis à la recherche de greffes. Pour cela, nous avons utilisé des lampes à haute pression qui nous ont permis de décaper le sol et faire apparaître le système racinaire de 3 peuplements de sapin baumier. Nous avons mis en évidence que ces peuplements étaient fortement interconnectés. En moyenne, 36% des arbres étaient greffés. Et plus les arbres étaient proches et présentaient de nombreuses racines, plus ils avaient de chances d'être greffés. Dans un second temps, je me suis intéressée à l'effet de la présence des greffes sur la croissance. Pour cela, j'ai réalisé des modèles de croissance intégrant des indices de compétition intraspécifique, la présence de greffes ou non, et la largeur des cernes de croissance des arbres. Nous avons mis en évidence que les arbres greffés, pour des régimes de compétition faibles à modérés, présentaient globalement une meilleure croissance. Ils avaient donc un avantage à être greffés et étaient de meilleurs compétiteurs. Alors que quand la compétition était forte, ils présentaient une moins bonne croissance. Ils subissaient en quelque sorte une perte de leur individualité et ils n'avaient plus d'avantage à être greffés. Les travaux de ma thèse nous permettent donc de mieux comprendre les dynamiques de peuplement de sapins baumiers. Et aussi, ils vont nous permettre d'améliorer les pratiques sylvicoles futures en intégrant le fait que les peuplements forestiers ne sont pas un regroupement d'entités individuelles en constante compétition pour les ressources, mais plutôt une communauté où les arbres sont capables d'interagir positivement via la présence de greffes qui leur permet d'agir directement sur leur croissance et négativement via la compétition intraspécifique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Élodie. Et vous étiez pile dans les 3 minutes. C'est fantastique. Donc, nous allons passer à la prochaine présentation qui va être par Marion Noalaguet. Donc, Marion, je vais vous demander de partager votre écran. Donc, Élodie, je vais vous demander de départager votre écran. Merci. Donc, pendant que Marion partage son écran, je vais vous donner le titre de sa présentation. Donc, elle présente avec les co-auteurs Benoît Lafleur et Nicole Fenton, ainsi que Teamwork. Et le titre de la présentation de Marion est « Résistance et résilience des peuplements forestiers en réponse à… » Ah, je me suis trompée. Excusez-moi, ce n'était pas Marion qui allait passer en prochain. C'est pas grave, on va inverser les choses. Donc, on y va avec Marion. Donc, c'est résistance et résilience des peuplements forestiers en réponse à différentes intensités de coupe en forêt boréale. Donc, quand vous serez prête, Marion, vous êtes prête? On y va. 3, 2, 1. Okay. L'arbre, c'est une merveilleuse ressource, non? On la coupe et elle repousse. On dirait de la magie. Des forêts, il y en a partout. Alors, on s'en est beaucoup servi, sans trop réfléchir. Hop, on a tout récolté. Que ce soit des feuillus ou des résineux, on a tout embarqué. Mais en se comportant ainsi, on ne valait pas mieux qu'un bon vieux feu de forêt. Une coupe totale, sèche et nette. Et bien que cette perturbation, elle libère des ressources et elle favorise la repousse, on efface des centaines et des centaines d'années où la forêt s'est mise en place. Cette solution, elle n'est clairement pas viable sur le long terme. Une forêt, c'est tout un écosystème qui évolue lentement vers des états d'équilibre partiel. Et donc, elle lutte constamment pour les garder. Les arbres, c'est les vedettes. Mais dans leur ombre se cachent des plantes de sous-bois, du bois mort, du sol, et tout cela, ça crée des conditions écologiques qui lui sont propres. Tous ces éléments qui composent une forêt, ils fonctionnent les uns avec les autres. Donc forcément, lorsqu'on lui enlève tous ces arbres, l'équilibre qui subsistait, il se rompt, et donc tout ce qu'elle a construit meurt. Dans tous les cas, on a besoin de bois, et ça serait dommage de se priver d'une ressource qui est recyclable, non? Mais la question qui se pose, c'est comment continuer à couper des arbres sans affecter l'équilibre naturel de la forêt.
Bon, la réponse, ça ne serait pas devant nos yeux quand on regarde tout ça. Lorsqu'on laisse la nature en paix, elle a plutôt l'air de bien se débrouiller. Et si on ne se contentait pas tout simplement de la copier? Donc on a des coupes totales, qui sont un peu similaires au feu. Il nous resterait à ajouter un peu d'épidémie d'insectes, un peu de chablis, des maladies. Et ça, ce serait via des coupes qu'on dit partielles. Donc comment on teste ça? Alors là, je vous donne rendez-vous en Abitibi, dans un grand laboratoire à ciel ouvert, où dedans, il y a plusieurs forêts, des jeunes, des intermédiaires et des vieilles. Et dans chacune, on a appliqué plusieurs coupes. Il y a des coupes totales, des coupes partielles, on prend un ap sur 3, 2 sur 3, on teste tout ce qu'on peut. Et une fois fait, on attend et on observe. Et on tombe surtout sur de bonnes nouvelles. Bon, pour les coupes les plus intenses, on voit qu'en 20 ans, les arbres y reviennent. Même s'ils arrivent en grand nombre, ils sont encore assez jeunes et fébriles. Mais bon, ils vont grossir. Pour les coupes les moins intenses, c'est la surprise. On observe carrément de la résilience. C'est-à-dire que les forêts, elles atteignent un état de stabilité qui est plus avancé qu'avant. Et on pourrait dire que la coupe, elle accélère carrément leur vieillissement. Ces effets, ils se voient sur les arbres, mais aussi au niveau des conditions climatiques. La même température, l'humidité, la quantité de litière ou de bois mort. Et tout cela en seulement 20 ans. Donc si on résume, on a des coupes partielles qui vieillissent et qui conservent, et on a des coupes totales qui rajeunissent. Alors imaginez-vous qu'on les combine ensemble et dans un juste dosage. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? On retrouverait cette mosaïque de peuplement qu'on observe quand on se promène. Donc comme on dit, l'union fait la force. Maintenant, imaginez qu'on continue l'étude dans 50, 100 ou 200 ans. Eh bien, peut-être que les coupes les plus intenses, elles auront retrouvé leur état d'avant. En tout cas, je ne serai plus là pour vous le dire, alors je laisse la place au suivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marion, et en plein poil pile dans les 3 minutes, c'était excellent. Donc je vais vous demander de départager votre écran Marion, pour laisser la place à Juanita, que j'ai malheureusement, donc j'ai inversé un petit peu lors de la présentation. Donc Juanita, je vais vous demander de partager votre écran. Et en attendant, je vais présenter votre présentation qui s'intitule An In situ experiment of shifts in stable states defined by tree canopy dominance in a boreal forest. Et Juanita va présenter avec ses co-auteurs Yves Bergeron, Stephen Campbell et Nicole Fenton. Donc, quand vous serez prête, vous êtes prête, Juanita? Est-ce que vous voyez la présentation ou... Oui, on voit la présentation. Il faudrait la mettre en plein écran. Okay. C'est juste une présentation. Comme ça, vous voyez encore la présentation? Oui, absolument, oui. Donc, et attendez une seconde. Ok, donc tout est bon. Bon, donc 3, 2, 1, go. Ok. Salut, êtes-vous au courant? Il y a une bataille de plus en plus récurrente vers le nord de notre belle province du Québec. C'est une guerre de territoire entre deux espèces d'arbres, les épinettes noires et les peupliers fautrons. Qui gagnera cette bataille? Faites vos paris. Mais attends, quelqu'un sait pourquoi cette bataille? En fait, les épinettes se sont envahies par les trembles qui déménagent de plus en plus vers le nord grâce aux incendies naturels, mais aussi en partie grâce à nous. Ainsi, il existe deux systèmes d'habitat bien stables qui sont définis par la dominance d'arbres avec une différente composition de plantes et de micro-organismes dans les sous-bois, bien adaptés dans chaque habitat. Mais alors, qu'est-ce qu'ils pensent tous ces locataires dans les sous-bois concernant les changements de la dominance d'arbres dans leur maison? C'est ainsi que pour mon projet de doctorat, j'ai fait une expérience sur le terrain pour savoir l'opinion des plantes du sous-bois et leurs micro-organismes associés, pour savoir comment ces changements pourraient affecter ces plantes dans les sous-bois, pour avoir un rapport style BAP. Je les ai demandé s'ils aimaient bien les conditions de lumière, les nutriments, de la litière qui donnerait l'autre espèce d'arbre. J'ai aussi fait faire un voyage d'immersion des plantes du sous-bois d'une forêt à l'autre pour savoir comment ces plantes et leurs micro-organismes associés réagissent face au changement de leur habitat pendant 5 ans et s'ils arrivaient bien à s'intégrer rapidement dans leur nouveau milieu. Mes résultats montrent que chez les épinettes, les plantes du sous-bois n'ont pas trop aimé goûter la litière de tremble, pas à cause de son apport en nutriments, mais parce qu'ils se sont étouffés. Il y en avait trop. Tandis que chez les trembles, les plantes du sous-bois n'ont même pas remarqué les changements dans les conditions d'habitat. Concernant les plantes d'immersion, c'était juste les plantes du sous-bois et déménagées chez les épinettes qui sont bien adaptées aux nouvelles conditions, ce qui montre qu'elles sont bien résilientes, contrairement aux plantes déménagées chez les peupliers, notamment les bryophytes et les séricacées, qui habitués à dominer la place, ils sont dû la partager avec bien plus de diversité autour d'elles dans les frais des peupliers.
Mais ce qui ne savent pas les épinettes et ses compagnons, c'est que la diversité qui apporterait les trembles aiderait à la croissance des épinettes. Ainsi, il n'y a pas de raison de se battre. L'arrivée du tremble chez les épinettes apporte des bénéfices dans leur croissance qui favorisent la diversité des plantes et des micro-organismes. On aura plus de bois. En plus, j'ai même remarqué dans mon projet qu'il y a des cyanobactéries associées aux mousses, celles qui fixent l'azote atmosphérique et qui aident les plantes à pousser, qui préfèrent être chez les trembles que chez les épinettes, ce qui apporterait aussi l'azote à la forêt boréale qui en a toujours besoin. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pari que les épinettes, les mousses et les éricacées habitués à avoir toute la place pour eux vont apprendre à la partager, à avoir tous les bénéfices que les autres amènent. Ainsi, la diversité fait de la force face au changement de nos habitats et c'est la clé pour mieux aménager nos forêts. Merci. Merci beaucoup, Juanita. Et encore une fois, mes excuses pour le mauvais ordre. Donc là encore, en plein dans les 3 minutes. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais demander à Gianbo de partager son écran. Gianbo, if you could please share your screen. Yeah. So our next speaker is Gianbo Yin, who collaborated with Nicole Fenton and Christine Martineau. And the title of Gianbo's talk is Off-Site Impacts of Mines on Understory Plants and Moss Philosphere Bacteria in Boreal Ecosystems, Integrating Mine Stages and Habitats. Gianbo, whenever you're ready, I'm going to count to 3 can you hear me? Get going. Sorry? Can you hear me? We can hear you, but we can't see your slides. I can share again. No? No, not yet. Sorry, my computer is frozen. I don't know why it doesn't. Oh. Shall we move on to the next one then and come back to you, Gianbo, or do you think? Yeah, maybe it's better. I will try. Unless Gianbo, did you put your slide on Moodle? Because I can share it myself if you want. Gianbo, did you put your slide on Moodle? Gianbo is frozen, so okay. I suggest we move to the next one. In a BTB. Donc, je pense nous allons procéder donc à la prochaine présentation. Donc, je vais demander. Alors, je ne sais pas si Gianbo peut départager son écran. I can't stop it. Okay. Ok, donc merci Gianbo. Donc je vais demander à Jennifer. Il s'est passé un truc là. Non, ok. Donc je vais demander à Jennifer si elle est prête et si elle peut partager son écran. Et nous allons revenir à Gianbo après la présentation de Jennifer, qui donc travaille en collaboration avec Vincent Maire, Steve Pépin et Gilbert Etier. Et le titre de la présentation de Jennifer est Atmospheric Carbon Fixation Strategies in the Arctic, Tundra and Nunavut. Donc, Jennifer, quand vous serez prête, je ferai le décompte. C'est bon pour moi. Alors, 3, 2, 1, 0. Hey, salut toi! Sais-tu que l'écosystème arctique se caractérise par des conditions peu propices à la survie végétale, comme le froid, le sol gelé en permanence, l'effet précipitation, l'air sec. Bref, un environnement peu idéal à la photosynthèse. Enfin, techniquement, car en réalité, on connaît assez mal la relation entre photosynthèse, qui transforme le CO2 atmosphérique en énergie pour la plante, et son environnement en Arctique. Or, notre compréhension actuelle des relations entre traits végétaux ou caractéristiques végétales et biomes a été formulée en utilisant des données provenant à 90% de milieux tropicaux et tempérés. Et alors que l'écosystème arctique fait face à des changements spectaculaires, il existe encore peu de données sur la capacité des espèces végétales vivant dans ce biome.
Comment alors savoir si les variations des traits photosynthétiques en Arctique répondent aux mêmes paramètres environnementaux qu'à l'échelle globale? Pour cela, j'ai entrepris un grand voyage en contrée inuite dans le cercle polaire sur l'île Bylot, armée de mon appareil de mesure de photosynthèse, le LICOR, une première pour ces latitudes. J'ai parcouru les différents environnements de la toundra de la vallée de Kalutturvik, cherché des sols et mesuré 3 espèces de sols. Ces derniers m'ont alors appris que, d'abord, si certains traits photosynthétiques répondent comme attendu aux conditions environnementales de l'Arctique, d'autres agissent de manière plus surprenante, comme la sensibilité des plantes à l'humidité. Dans un environnement où on s'attendait à des plantes très stressées par le froid et la sécheresse, nos mesures indiquent qu'il n'en est rien. Les plantes performent comme dans les régions tempérées, malgré ces conditions hostiles. D'où vient donc cette différence entre la théorie et la réalité? Eh bien, on pense que ce serait surtout la différence d'échelle entre la théorie et notre réalité. La trop large échelle globale sur laquelle se situe la théorie et où elle se base ne permet pas d'apprécier les performances photosynthétiques à plus petite échelle. Nos données sont alors essentielles pour intégrer la végétation arctique dans notre compréhension globale. Ensuite, en observant comment l'environnement modifie la covariation entre les traits prédits par la théorie, j'ai pu établir que l'environnement influe que sur un trait à la fois et ne fait varier l'autre que par rétroaction sur le premier. Ça n'a l'air de rien, vraiment dit comme ça, mais je vous promets, ça n'a jamais été formulé dans la théorie. La théorie nous offre donc une base et un cadre de compréhension pour un écosystème peu étudié, puis la compréhension de la hiérarchisation des interactions entre les deux traits photosynthétiques clés de la théorie va alors nous permettre de mieux modéliser l'avenir de la végétation en Arctique. Finalement, pour un biome exceptionnel, on attend des valeurs exceptionnelles, mais ce qui n'est exceptionnel en définitive, ce ne sont que les performances réalisées des plantes en Arctique sont comparables aux régions tempérées et qu'elles le font dans des conditions environnementales qui ne devraient pas le permettre. Ainsi, comprendre la photosynthèse en Arctique, c'est finalement comprendre les modalités de capture de fixation du CO2 atmosphérique, superstar du réchauffement climatique, dans une région du monde décisive pour l'avenir climatique. Merci. Merci beaucoup, Jennifer. Avec quelques secondes en plus. Donc, vous êtes vraiment trop bons, là, les amis. Merci de départager votre écran. Je vais demander à Jiangbo, donc, qui est de retour parmi nous, de partager son écran. Donc, Jiangbo, you're here? I'm fine now. Yeah, yes, everything's working. Fantastic. Yeah. So we'll wait for you to share your screen, and when you're ready, I'll start counting down to the 3 minutes. So again, the title of your talk is Off-Site Impacts of Mines on Understory Plants and Moss Phylosphere Bacteria in Boreal Ecosystems, Integrating Mine Stages and Habitats, and it's in collaboration with Nicole Fenton and Christine Martineau. Jiangbo, okay, we're waiting for your screen sharing. Perfect. Yes, it's working. It's working now? Yeah, it's working. We just need to do it in full screen. Okay. Perfect. So you're okay, ready? I'm ready. 3, 2, 1, go. Okay. Hello, everyone. Do you know why we have to keep each other at 2 meters in the pandemic? Because we believe the offsite impacts of our sneezing and cough on coronavirus is about 2 meters. But do you know the offsite impacts of mining activities on surrounding biodiversity? The influenced distance is also 2 meters, like COVID-19 or more. My project can give you the answers. We selected 6 mines in northwest Quebec to explore the offsite impacts of mines on plant and philosophical diversity in boreal forest. The 6 mines are from 2 kinds of mine stages, 3 operating mines and 3 non-operating mines. 6 to 8 transects were established with increasing distance from the edge of each mine through different forest types. There are 7 plots per transect at 0, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000 meters from the edge of each mine. We collected understory plants and feather moose philosphere from each plot in 2019 and 2020. After analysis, our study confirms the presence of offsite impacts of mines on understory plants and philosphere, and also we found mine stages and forest types present a significant association with the magnitude of offsite impacts of mines. For example, there are more introduced species near operating mines than non-operating mines. Also, more introduced species found in deciduous and open canopy forest than mixed and coniferous forest. On top of that, we checked the offsite impacts on different plant groups and species. Generally,
The influence distance of offsite impacts of mines on understory plants can reach into neighbor forest from 50 to 200 meters. For example, the influence distance for the frequency of Coptitrifolia is about 200 meters. Coptitrifolia is kind of a plant species. So in a word, we found operating mines have more influence on plant and philosophical diversity than non-operating mines. And also, coniferous forests had a higher tolerance to offsite impacts of mines than other forest types. These results provide a baseline references and evidence to guide ecological risk assessment for mining projects. This is what I want to share with you. Thanks for your attention. Thank you, Jianbo. And you still have a few seconds to spare. Merci beaucoup. Yeah. Donc, on va peut-être rattraper un petit peu quelques secondes par-ci, par-là et revenir dans les temps. Donc, la prochaine présentation est par Marc-Frédéric Indorf, qui travaille en collaboration avec Philippe Marchand, Yves Bergeron et Nicole Fenton. Et le titre de sa présentation est « L'avenir des communautés végétales en tourbière boréale au Québec, facteurs d'assemblage et modélisation des trajectoires possibles ». Donc, Marc-Frédéric. Ah, c'est à mon tour d'avoir des soucis techniques. Ah non. On va attendre quelques secondes. Alors, est-ce que... Hop. Oh, zut. Ah, c'était bon, ça a marché. Ouais, mais non, j'ai un problème ici, en local ici. Est-ce que ça vous dérange si je reviens 3 minutes, après on fait un échange Donc, avec... on va passer donc, d'accord, donc on va passer donc à la prochaine présentation. Donc Mariano, est-ce que vous seriez prêt à passer? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend parfaitement. Ok. Mariano, je vais te demander donc de partager ton écran et Oui. ensuite on reviendra à la présentation de Marc-Frédéric. Alors, Mariano, on voit tout à fait ta diapositive. Ça marche bien, on t'entend, on voit. Donc, le titre de la présentation de Mariano est « Small Wetlands Used by Vertebrate Species in Northern Quebec » et Mariano travaille en collaboration avec Louis Imbeau, Marc Mazerolle et Nicole Fenton. Donc, es-tu prêt, Mariano? 3, 2, 1, 0. Bonjour. Savez-vous que les milieux humides sont un des écosystèmes plus fragiles au monde? Mais quels sont les milieux humides? Il s'agit des milieux qui ne sont pas complètement terrestres ni complètement aquatiques. Ce sont des étangs, des marais, des marécages, des tourbières. Et pourquoi sont importants? Parce qu'ils séquestrent du carbone dans les sols, ils sont des grands régulateurs hydrologiques, ils fonctionnent comme des éponges qui absorbent et filtrent l'eau, ils améliorent la qualité de l'eau, ils sont des grands réservoirs d'eau, mais aussi ils sont un refuge important pour la biodiversité. Un grand nombre d'espèces utilisent ces milieux pour se reproduire, se nourrir ou se reposer. Et le nord du Québec possède l'une des zones de plus grande concentration de milieux humides au monde. Mais malheureusement, les changements climatiques et les activités humaines menacent de plus en plus ces écosystèmes précieux, ce qui affectera énormément les espèces qui sont présentes. Et c'est là que j'interviens. Dans mon projet de recherche, j'ai fait un suivi de 2 groupes de vertébrés, des amphibiens et des oiseaux, dans des petits étangs au nord du Québec. Ce sont comme des piscines au milieu de forêt. Je m'intéresse à l'occupation des sites, donc savoir si des espèces sont présentes dans les sites et pourquoi. Donc pour faire ça, il faut d'abord trouver les espèces. C'est là que j'utilise mes oreilles et mes yeux, et ensuite prendre en compte le maximum de facteurs importants qui peuvent avoir un effet sur l'occupation. Ce sont des facteurs qui caractérisent les étangs, comme le type d'étang, la taille, la profondeur ou acidité de l'eau, la présence de prédateurs, mais aussi des facteurs qui caractérisent les paysages autour des étangs, comme la proportion de forêts ou la proportion de cours d'eau. Donc, j'essaie d'intégrer tout ça pour mieux comprendre comment on peut prédire l'occupation des espèces dans cette magnifique piscine du nord québécois. Donc, comme résultat, l'occupation des sites pour les grenouilles ne sont pas affectés par aucune variable et seulement l'abondance pour une espèce, la grenouille du Nord, les résultats montrent que des étangs
plus petits et moins acides, ils sont plus abondants aux grenouilles. Pour une autre espèce, la grenouille de bois, la quantité de masse d'eau était plus élevée dans les étangs à castor par rapport à les étangs de tourbière. Ce qui veut dire que les étangs à castor, ils sont des conditions plus propices et plus appropriées pour la reproduction et le développement des larves, donc les premiers stades des larves. Et concernant les oiseaux, l'occupation des sites par 12 espèces, les grands chevaliers et les merles d'Amérique, suivent le même patron que les grenouilles. Donc, pas d'effet de variable, pas de différence d'habitat. Donc, bien que plus de résultats sont à venir, vous connaissez maintenant un peu plus de ces magnifiques piscines du Nord québécois. Et face à l'avenir, nous sommes mieux préparés pour les protéger, ainsi que la faune qui dépend de ces milieux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mariano, pour cette prestation. Marc-Frédéric, est-ce que vous êtes prêt? Marc-Frédéric? Oui, j'arrive pas à démarrer ma vidéo. Est-ce que tu veux encore que tu as besoin de plus de temps? Non, c'est bon, c'est juste que j'arrive pas à démarrer. Ah oui, c'est bon, quelqu'un m'autorise. Ah, ok, super. Donc, je vous demanderai de partager votre écran. Donc, pour rappel, le titre de la présentation de Marc-Frédéric est « L'avenir des communautés végétales en tourbière boréale au Québec, facteurs d'assemblage et modélisation des trajectoires possibles ». Vous êtes prêts? Oui. On y va? 3, 2, 1, 0. Connaissez-vous Monique, la mouche noire? Non? Ah, que c'est dommage. Et qu'elle est fine, avec ses petites pattes blanches. En plus, elle adore recevoir chez elle, dans sa tourbière, en Ewichi-Bay-James, dans le nord du Québec. Là où il y a beaucoup de soleil et on peut aller à la nage presque à toute heure de la journée. Parce que vous savez, dans une tourbière, il y a beaucoup d'eau. Enfin, tant que vous n'êtes pas une araignée sauteuse, ni une drosera, cette plante avec des feuilles rondes, capable d'étrangler les petites mouches pour les manger, que c'est affreux. Sinon, c'est la vie paradisiaque chez Monique. Ceci dit, elle constate depuis de nombreuses années une augmentation des températures et des précipitations, et aussi de plus en plus d'hommes qui viennent la voir non seulement pour chasser et récolter, mais aussi pour déplacer la terre. Il paraît qu'ils cherchent des diamants et d'autres minéraux sous terre. Enfin, Monique, elle ne comprend pas trop l'intérêt. Déjà, elle se trouve naturellement toute belle avec ses petites pattes blanches. Un jour, sous le soleil, en pensant à toutes ces choses et à l'avenir de sa tourbière, de sa maison, elle décida d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les tourbières de la région. Avec une équipe d'amis réunis, elles visitèrent 36 tourbières sur presque 1000 km pour faire le bilan des communautés de plantes et prendre les mesures de l'eau comme la position de la nappe et la composition chimique de l'eau. Puis de retour à la maison, elles travaillèrent fort pour analyser les liens entre les plantes et les mesures environnementales afin d'établir les types de tourbières présents dans la région. Puis elles se mirent à l'ordinateur pour modéliser l'avenir des tourbières selon différents scénarios climatiques. D'abord, elles remarquèrent un lien fort entre la hauteur de la nappe et les espèces de plantes présentes. Par exemple, elles observèrent que dans les tourbières avec encore plus d'eau que chez elles, il y a des drosoras géants avec des longues feuilles capables d'enfermer 3 mouches à la fois. Ensuite, l'équipe de mouches suivirent avec attention les sorties du modèle. Les tourbières, c'est résilient au changement climatique. Chaque mouche lâcha un gros soupir de soulagement. Pas trop de risque d'inondation à l'avenir, ni d'invasion par les drosoras géants. En revanche, elles notèrent un petit risque d'assèchement des tourbières qui pourrait favoriser l'installation des épinettes et peut-être aussi les araignées sauteuses. Toutefois, elles comprirent que même si leur territoire se montrait stable et résilient, l'avenir dépendra fortement de l'interaction des tourbières avec le climat. Le soleil devra continuer à briller, mais les araignées sauteuses ne seront jamais loin. Merci Marc-Frédéric. Merci Monique, en passant. Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de problèmes techniques qui créent un peu de stress. Donc, on va passer à la prochaine prestation. Donc, the next presentation is by Vasana.
Vasanna Dharmadasa, who is working with Christophe Kinard et Michel Barrère. And Vasanna, I'm going to ask you to share your screen. And the title of Vasanna's talk is Impact of Landscape Heterogeneity on Snow Cover and Hydrology in Agricultural and Forested Environments in Southern Quebec. I'm sorry, I'm having trouble sharing the screen. Yep, take your time. It's not working? I don't see the option where I can share the screen. Oh. At the bottom, it's the little green. Yeah. Okay. Yeah. Nerves. All right. So once you'll be in full screen, I'll start the countdown. So 3, 2, 1, go. I study about the snow cover variability. So some of you might be wondering, what's there to study about snow? Well, I'm sure many of you go skiing in winter, right? So you might have noticed different snow accumulation in different environments, like more snow in the forest and less snow in large open fields. So the difference of this snow accumulation is the main reason for the different snowmelt traits you see in the spring. So practically, we can use the information about the snow cover to predict the spring runoff. This is particularly important in regions like Quebec, as Quebec experiences a considerable economic and social losses annually due to spring flooding. But relatively a little has been published about these aspects in Quebec, particularly in southern Quebec. So the main aim of my research is to explore how to use the information about the snow cover variability to accurately predict the spring runoff. To do that, I first had to examine how this snow cover varies in both spatial and temporal scales. We selected 3 study sites in southern Quebec that represents the main land use patterns, 2 deciduous and agricultural fields, and 1 coniferous environment. We used a high-resolution LiDAR drone survey in combination with the manual snow depth measurements to assess the spatial variability of the snow cover. As well, we deployed 2 automatic weather stations, one in agricultural field, another one in a forested area, to monitor the snow cover variability with time. So these maps showed the snow depth maps we derived from the data we collected. As you can see, the LiDAR did a good job capturing the snow variability at smaller scales, even under the canopy. Our results demonstrate the snow depth varies in short distances, and also the forests exhibit a slower melt rates than open agricultural field, and this variability is governed by different variables in different environments, such as in deciduous forested environments and in agricultural environments. It's the wind-related variables and the forest edge effects dominating the snow cover variability, whereas in the coniferous environments, it's the canopy-related effects, such as canopy height, and also the gaps between the trees that dominates this variability. So we can use this information effectively in hydrological models to obtain more accurate and robust spring runoff forecast, both in terms of volume and time. Having accurate forecast will definitely reduce the annual losses caused by spring flooding in southern Quebec. Thank you very much. Thank you very much, Vasanna, for your presentation. I will ask you to unshare your screen. Thank you. Donc, la prochaine présentation sera par... excusez-moi, j'ai perdu ma page là, par Riwan. J'ai perdu la page de mes présentations, excusez-moi. Donc, Riwan, oui, je vais déjà vous demander de partager votre écran. J'arrive. Bon, j'y suis.
Donc, Riwan, excusez-moi, j'ai un problème aussi avec mon ordinateur. Donc, Riwan, je vais te demander de te présenter, Riwan Leroux, donc, et de présenter le titre de ta présentation et je te donnerai le décompte après. Veux-tu que je le dise, Elisabeth, le titre? Donc, oui, vas-y, s'il te plaît. Oui. Je peux donner le titre si tu veux. Donc, Riwan Leroux, qui est dirigé par Marc Pépineau, par Pierre Magnan et Andrea Bertolo. Et il va parler de Canadian Shield within lake variation in zooplankton community structure caused by differential predation pressures. Voilà, donc tu es prêt, Riwan? Oui. 3, 2, 1, à toi. On sait tous aujourd'hui, malgré quelques irréductibles, que la planète se réchauffe, les océans s'acidifient et la pollution augmente. On sait tout ça, mais on a encore du mal à comprendre comment cela peut affecter l'environnement dans lequel on vit. Et pourquoi? Parce que si on connaît les grandes lignes de ces changements, aller dans les détails de telle chose affecte telle chose, eh ben, ça nécessite de l'argent, du temps, et les ramifications sont infinies. Humblement, ma thèse va chercher à cerner une ou deux de ces ramifications qui concernent un poisson et sa proie, le zooplancton. Pour voir comment l'un et l'autre réagissent ensemble à leur environnement, on les a suivis, mais pas n'importe comment. On a suivi le déplacement de 30 poissons pendant 2 ans, à chaque seconde, et on a pris des millions de photos de zooplancton dans le même lac. Et ça a donné une histoire fabuleuse. Il était une fois un petit lac. Bien que sa surface ne laissait rien paraître, lisse et sans relief, il s'y déroulait chaque année, à l'arrivée des beaux jours, de grands bouleversements. Les ongles de fontaine qui, pendant l'hiver, profitaient d'une totale liberté, se retrouvaient enfermés dès que la température augmentait. La température devenait si chaude dans les eaux de surface qu'il leur devenait impossible d'y aller se nourrir. Et la frustration était bien grande lorsque même le bassin situé à l'ouest devenait impénétrable. Ils savaient pourtant que dans ce bassin, il y avait beaucoup de nourriture, à quelques dizaines de mètres seulement de là où ils se trouvaient. Mais impossible d'y aller se nourrir sans risquer sa peau. Il fallait en effet rester à proximité des eaux froides profondes. Ce bassin, par contre, il faisait bien l'affaire du zooplancton qui adorait la chaleur mais redoutait les poissons. Ainsi, débarrassé de ses estomacs sur nageoires, il pouvait se développer et grandir. Oui, voilà. Ceux qui avaient décidé de rester au centre du lac, étaient cruellement becquetés par les poissons, sauf l'Opédium qui, lui, se recouvrait d'une gelée pour dégoûter les poissons. Lui, il restait au centre du lac, intouchable, à profiter de l'espace et de la nourriture délaissée par les autres. À la fin de l'été, lorsque les températures redescendaient enfin, les poissons se tenaient sur le qui-vive, car ils savaient qu'à l'ouest, ils allaient pouvoir de nouveau se nourrir à leur aise, après des mois passés à suivre des petits groupes de petits zooplanctons pas très nourrissants. Fin septembre, quand la température passait en dessous de 22 degrés, les poissons se ruèrent vers l'ouest, vers ce garde-manger enfin accessible. Mais non sans une certaine amertume, car ils sentaient que les temps changeaient. La température restait trop haute de plus en plus tard et la faim les tiraillait de plus en plus longtemps. Certains ongles de fontaine se spécialisaient dans les zones littorales qui, bien que plus chaudes, offraient de nouvelles sources de nourriture comme les larves d'insectes aquatiques. Mais les ongles de fontaine qui étaient spécialisés dans les zones pélagiques centrales, eux, auront besoin de zooplancton pour se nourrir. Et à y regarder de plus près, maintenant, on voit les ramifications et on sait que le changement climatique peut avoir des effets néfastes sur les équilibres de lacs avec cette tolérance thermique de poissons qui peut impacter cet équilibre. Merci. Désolé pour les bugs. Merci, Riwan. Moi aussi, je suis désolée pour les bugs aussi. Ça arrive, ça arrive. Alors, la prochaine présentation, merci encore une fois. La prochaine présentation sera par Marie-Soleil Lallier. Donc, Marie-Soleil, je vais te demander de partager ton écran. Merci. Et donc, Marie-Soleil, qui travaille sous la direction de René Audet de l'UQAM et de Jonathan Durand-Folco de l'Université Saint-Paul. Le titre de la présentation de Marie-Soleil est donc « Études typologiques des formes de mise en commun citoyenne au Québec ». Donc, Marie-Soleil, tu es prête? Oui. On y va? 3, 2, 1,
à toi. Donc, face aux crises écologiques et climatiques, on a besoin de réaliser une profonde transition dans la manière dont on se nourrit, dont on se déplace, dont on se loge, bref, dont on vit. Si pour certains, la transition à venir repose sur des nouvelles technologies vertes qui seront mises en place par le marché et l'État, les sphères grises et bleues, mais pour d'autres, la transition repose plutôt sur des nouvelles pratiques sociales qui vont nous permettre de produire moins, de partager plus et de décider ensemble, bref, les communs, la sphère verte. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que pour répondre à nos besoins, on avait souvent 3 options. Par exemple, pour éduquer nos enfants, on peut soit les envoyer à l'école privée via le marché, les envoyer à l'école publique via l'État, ou encore se joindre à des parents qui décident de faire l'école à la maison, donc via les communs. Donc, les communs, c'est quand un groupe de personnes vont s'auto-organiser pour répondre par eux-mêmes à leurs besoins. Pour certains, une société capitaliste se définit par le fait que la majorité de nos besoins essentiels ou non essentiels sont comblés par le marché. Et ce serait là l'une des principales causes des crises écologiques aujourd'hui, parce que dans la logique du marché, ce qui importe, c'est de maximiser le profit et créer de la croissance économique. Et ce, même quand ça se fait au détriment de la nature et des communautés. Il en découle donc qu'une transition socio-écologique pourrait en fait être une transition vers une société post-capitaliste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus de marché ou d'État, mais simplement que la sphère des communs grandirait jusqu'à devenir la partie la plus importante pour répondre à nos besoins personnels ou collectifs. Donc, pour mieux comprendre le rôle des communs dans une telle transition, j'ai étudié 70 projets québécois issus de l'économie sociale et solidaire, des organismes communautaires, d'associations écologiques et de groupes de citoyens informels. J'ai étudié des monnaies locales, des écoles alternatives, des coops de santé, des coops agricoles, des communs en fait numériques. Il en résulte en fait 5 grandes formes d'organisation alternatives qui se différencient principalement sur 3 grands aspects. Premièrement, au niveau de leur intégration par rapport à l'État. Ensuite, leur niveau d'intégration par rapport au marché. Et finalement, la manière dont ils vont séparer le pouvoir à l'interne. Ce qu'on se rend compte, c'est que plus un commun est intégré dans la logique de l'État ou du marché, plus il va avoir tendance à centraliser le pouvoir décisionnel. Au contraire, plus il se trouve à la limite, ou voire même à l'extérieur de l'État et du marché, plus en fait les structures de décision vont être polycentriques et décentralisées. Donc, il en résulte que les communs au Québec ne sont pas uniformes. En fait, il y a 5 grandes familles. Si on regarde un peu le graphique entre le marché, l'État et les communs, on voit dans la boule des communs, en haut, on retrouve les communs étatisés. Un peu plus bas, les communs relationnels. Et c'est les communs relationnels qui sont les plus indépendants face à l'État et au marché. Ils ont Ils ont très peu de dépendance par rapport à l'argent et ont des effets très positifs sur les participants. Donc, si on veut faire une transition juste et écologique, mais ma recherche démontre qu'on aurait tout intérêt à s'inspirer des communs relationnels parce que c'est ceux, en fait, qui nous permettent le mieux d'imaginer comment on peut répondre à nos besoins à l'extérieur de la logique de l'État ou du marché. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Pour cette présentation. Donc, la prochaine présentation sera faite par Wafa Babou, qui travaille sous la direction de Cécile Bull de l'UQAM et de Anders Bjorn de l'Université de Concordia. Et le titre de la présentation de Wafa, pendant qu'elle partage sa présentation avec nous, en anglais, est donc Assessment of Mineral and Metallic Resources Dissipation, Application for the Absolute Environmental Sustainability of Schools. Wafa, vous êtes prête? Oui. Donc, on y va. 3, 2, 1. Nous sommes chanceux. Notre planète est riche en ressources naturelles. Mais attendez, il y a des ressources non renouvelables, comme les ressources minérales et métalliques. Plus on les extrait, ils ne sont pas réutilisés ou recyclés, se sont donc dissipés, ce qui empêche de combler certaines fonctions dans le futur, comme le secteur de la construction, qui est déjà le principal consommateur de ce type de ressources. Oui, c'est un souci. Et l'analyse de cycle de vie est une approche qui a été largement utilisée dans le secteur de construction afin de réduire ses impacts environnementaux, incluant l'impact de l'utilisation des ressources. Par contre, les résultats de l'analyse de cycle de vie sont relatifs, car nous pouvons comparer des impacts de 2 ou plusieurs options de construction ou de rénovation, sans évaluer l'impact selon une vision absolue, en se basant sur un budget planétaire ou une limite planétaire. Nous appelons cela l'évaluation absolue de la durabilité environnementale.
Alors, à travers mon travail, je développe une méthodologie pour estimer un budget de dissipation annuel en se basant sur le temps que prennent les utilisateurs pour se fournir d'autres alternatives pour chaque matériau. Quand chaque matériau est multifonctionnel, alors j'ai partagé ma tarte. J'ai alloué une fraction au secteur de bâtiment et j'ai exploré une méthodologie pour attribuer un budget pour un type précis de bâtiment. Dans le cas de mon travail, nous avons choisi les écoles. Le but est de répondre à la question: est-ce que le cycle de vie de mon école respecte le budget planétaire et sinon, de combien on doit le diminuer? Et enfin, j'opérationnalise mon modèle dans une étude de cas pour un échantillon des écoles existantes au Québec. Mes résultats montrent que la dissipation annuelle de certains matériaux, comme le cuivre, le fer et le manganèse, dépasse malheureusement largement le budget planétaire que j'ai calculé. L'allocation du budget à l'échelle de bâtiments montre que l'évolution de ce budget dépend de la disponibilité des alternatives pour le matériau X pour ce secteur-là, comme le cas de cuivre qui est facilement substituable dans la construction que le fer. Et la mise à l'échelle des écoles permet d'effectuer une analyse de cycle de vie et comparer les différentes options de rénovation en termes de budget alloué, ainsi que d'autres impacts environnementaux et de critères reliés au bâtiment. Alors, mes résultats ont un potentiel de progresser la recherche dans le champ de la durabilité absolue. Et mon étude de cas à l'échelle des écoles québécoises permet de guider les architectes pour opérer le secteur au sein de la durabilité pour ce cas de bâtiment. Merci. Merci beaucoup, Wafa. Et tout ça dans les temps, donc c'est excellent. Donc la prochaine présentation, pendant que Wafa départage son écran, va être celle de Philippe Sauvé. Philippe, qui travaille sous la direction de Pascal Bernatchez et à l'UQAR et Mathias Glaus à l'ETS. Et le titre de la présentation de Philippe est « Ouvrage de protection côtière au Québec maritime, caractérisation des interventions passées et réorientation des décisions futures ». Philippe, le décompte, tu es prêt? 3, 2, 1, à toi. De la diversité pour de la complexité. À quel domaine ça peut s'appliquer? Suis-je en sociaux? Non, en génie côtier. Ce que je cherche à faire, c'est de trouver des solutions à l'érosion côtière pour ne pas répéter les erreurs d'hier. Territoire d'études, 3300 km de côte, 19 MRC, 4 régions. Vous savez quoi? Chaque kilomètre présente des distinctions. Géomorphologique, hydrodynamique, écosystémique et sociale, une complexité qui n'est pas négligeable. En plus, les changements climatiques s'ajoutent à l'équation de la complexité des systèmes socio-écologiques côtiers. Hausse du niveau marin plus diminution du couvert de glace égale augmentation de l'impact des aléas côtiers et de la vulnérabilité des communautés qui, dans ce contexte, cherchent à s'adapter. Et les ouvrages de protection côtière sont, entre autres, des stratégies à utiliser. Je vous parlais d'erreurs d'hier. 92% des ouvrages de protection côtière aménagés au Québec sont des arrochements ou des murs. Or, ces structures ont des effets négatifs sur plusieurs types de nature. Pourtant, il existe une diversité d'ouvrages de protection pour prendre en considération la complexité des sites d'intervention. Chaque ouvrage a des impacts distinctifs pour obtenir des effets positifs. 2017-2018, consultation en série, 300 gestionnaires, 494 citoyens et 52 professionnels de firmes de génie. Quoi, vous avez dit consultation d'envergure? D'ailleurs, de l'ouverture a été démontrée par ces acteurs pour de la diversité de plus grande ampleur, ce qui est intéressant vu les résultats scientifiques antécédents. Aussi, de cette consultation en série sont ressortis des besoins d'identification du processus d'amélioration du processus de décision. Outils d'aide, alternatives aux enrochements et aux murs, propositions par site, justification scientifique. Des besoins qui reflètent le manque de connaissances pour prendre des décisions qui font du sens. Ce qui nous a amené à nous interroger. Quel est l'état des connaissances à l'échelle internationale? Comment ces connaissances pourraient être utilisées dans le processus décisionnel? Donc, on a monté une base de données des études sur les OPC. 301 publications ont été intégrées dans l'évaluation. Deux résultats fondamentaux. 1. Sites à côte basse meubles sableuses sont les principaux paramètres environnementaux. 2. Les études sont concentrées sur les 3 mêmes OPC. Diversité pour de la complexité? Oui.
diversité d'ouvrages de protection côtière, ouverture pour éviter les solutions mur à mur. Et ça permet de considérer la complexité des systèmes socio-écologiques côtiers. Puis, c'est une bonne tactique de s'appuyer sur les connaissances scientifiques. Mais il y a une égalité dans les OPC étudiés. C'est sans rime que je conclurai. Il reste un besoin d'acquisition de connaissances et de développement d'outils pour prendre des meilleures décisions. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, avec quelques secondes encore qui restaient. Donc, ça nous amène à la prochaine présentation, qui est la dernière présentation, qui va être faite par Simon Nadeau. Donc, Simon, je vais te demander de partager ton écran. Simon Nadeau, qui travaille avec Éric Rosa de l'UQAT, Vincent Cloutier de l'UQAT, Frédéric Parent de l'ESM Saint-Étienne et Didier Graillot de ESM Saint-Étienne aussi. Et le titre de la présentation de Simon est donc « Spatial Analysis Approaches to Quantifying Aquifer and Water Cycle Components of Boreal Watersheds in Northeastern Québec ». Donc, Simon, le décompte, ça va? Ça va, si vous voyez tout, c'est bon. Oui, on voit tout et on t'entend bien. Donc, 3, 2, 1, à toi. Alors, on ne va pas se le cacher, on le sait, au nord du Québec, il y en a de l'eau. Par contre, l'eau souterraine, elle, on ne sait pas très bien où elle est, d'où elle vient, où elle va et combien il y en a. Donc, si on n'a pas la réponse à ces questions, pour évaluer la sensibilité de la ressource et pouvoir la préserver pour le futur, ben, on peut juste le savoir de faire de façon spéculative. Donc, comme un sourcier avec ses baguettes, je cherche de l'eau souterraine, mais on pourrait plus dire un sourcier 2.0 parce que j'utilise des données numériques de la surface du sol, donc la topographie, la proximité des plans d'eau, le type de sédiments, le tout pour détecter la présence potentielle d'eau souterraine. J'utilise aussi des données satellites, oui, depuis l'espace, que je compare avec des données qui sont prélevées dans des stations météo pour savoir la quantité d'eau qui est tombée à tous les mois. Ensuite, je peux ainsi calculer la neige, la pluie, mais aussi l'eau qui s'est évaporée et qui a été transpirée par les plantes. Le reste, normalement, devrait s'écouler dans les rivières. Et pour vérifier, eh ben, j'analyse la composition de l'eau qui s'écoule dans les cours d'eau. Je vais pouvoir détecter la provenance de l'eau, celle qui provient de la pluie, celle qui provient de la fonte des neiges, mais aussi celle qui provient de l'eau souterraine. Et pour ça, eh bien, j'utilise des variants. Et oui, on ne s'en sort pas. Comme les virus, la molécule H2O a des variants qu'on appelle des isotopes et dont la quantité dans les précipitations dépend de où elles tombent et quand elles tombent. Et donc, quand on a ces informations-là, eh bien, on est en mesure de détecter la quantité d'eau qui proviendrait soit du ruissellement des pluies, soit du ruissellement de la neige. Mais pour l'eau souterraine, elle, ben, en fait, quand l'eau s'infiltre dans le sol, elle aussi, elle mute. Effectivement, on ne s'en sort pas. Elle mute et elle devient de plus en plus, elle acquiert une conductivité électrique de plus en plus importante. Et donc, ça me permet de la mesurer dans l'eau. Ensuite, j'utilise aussi des images thermiques qui vont me permettre de détecter certains milieux qui vont être alimentés par de l'eau souterraine et qui pourraient maintenir des écosystèmes qui sont particuliers. Donc, avec toutes ces informations-là, j'arrive à quoi? J'arrive à savoir la quantité d'eau qu'il y a sur le territoire. Donc, on arrive à une estimation où il y a l'équivalent d'un immeuble de 2 étages sur à peu près 7% du territoire. Donc, ce n'est pas immense. Mais ailleurs, ce n'est pas vraiment qu'il n'y a pas d'eau, c'est juste qu'elle est moins accessible et potentiellement de moins bonne qualité. Ensuite, l'eau souterraine, ce n'est pas non plus celle qui domine dans les cours d'eau. Non, c'est essentiellement un mélange d'eau de la pluie, de neige qui peut varier en fonction des saisons. Mais on sait quand même que l'eau souterraine va permettre un maintien d'eau, un niveau de base pendant l'hiver. Et donc, avec toutes ces données, hein, les interactions entre l'eau souterraine et, et la surface est relativement peu abondante. Et donc, il va devenir elle va subir des impacts probablement plus importants par rapport au changement climatique et au développement d'activités anthropiques dans un territoire qui est de plus en plus convoité pour ces matières premières. Merci. Merci Simon. Je vais te demander maintenant de départager ton écran. Nous allons donc revenir en plénière. Merci donc à tous
pour toute cette présentation. Je tiens vraiment à souligner le travail énorme hein, des étudiants et des étudiantes dans ce cours pendant toute la session, le travail de synthèse incroyable pour présenter une thèse de doctorat en 180 minutes. C'est vraiment un travail énorme, c'est pas une tâche simple. Alors, on prend quelques questions, on va peut-être rester jusqu'à 15h30 et ensuite on donnera le mandat donc au jury de délibérer pour décerner donc les prix. Et n'oubliez surtout pas qu'il y aura un prix du public hein, qui va être aussi décerné, donc de voter dans le chat s'il vous plaît. Donc s'il y a des questions, on va peut-être prendre quelques questions. Sinon, vous pouvez aussi adresser vos questions dans le chat aux différents étudiants et étudiantes. Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non, pas de questions de la part du public. C'est vrai qu'on a été un peu vite, donc c'est un peu dur à digérer, hein, comme c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de projets différents, autant les uns que les autres, beaucoup d'informations. Donc, je vois dans le chat que Marie-Audrey a inclus l'endroit où le public va pouvoir voter. Donc, je vous demanderai de voter pour ce prix du public. Donc, je ne vois toujours pas de main levée. Donc, je vais prendre pour acquis qu'il n'y a pas de questions à poser en direct. Donc, encore une fois, vous pouvez les poser sur le chat et les diriger aux différentes personnes. Je tiens encore à souligner que le vote va être ouvert jusqu'à 15h35, comme nous l'indique Marie-Audrey. Et donc, je pense qu'on va peut-être passer à la prochaine étape de la journée. Et donc, encore une fois, on va laisser le jury faire son travail et on apprendra donc les lauréats à partir de 16h30. Donc, Andréane, je vous redonne la parole. Oui, merci beaucoup pour les présentations. Je ne vais pas tarder plus que ça. Je pense que vous devez tous avoir aussi hâte que moi de savoir c'est qui les gagnants du concours pour ma thèse en 180 secondes. Donc, je vais rapidement passer la parole à un membre du jury, en fait, pour nous annoncer qui sont nos gagnants. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Si la connexion est trop mauvaise, je vais passer la parole à Éric Pinault. Donc, Éric, n'hésite pas à prendre la parole là, si la connexion est trop mauvaise. Donc, je demanderais aux étudiants si vous pouviez, ceux qui ont participé au concours, là, la thèse en 180 secondes, si vous pouvez ouvrir vos caméras pour qu'on puisse vous voir en même temps. Donc, premièrement, pendant que les étudiants ouvrent leur caméra, j'aimerais au nom du jury, là, Jessica, Andrea Masimoro et Éric Pinault, vous remercier d'avoir été présents en si grand nombre là, lors de la présentation des étudiants de ce concours, là, ma thèse en 180 secondes. On aimerait aussi remercier chaleureusement les étudiants et les étudiantes qui sont prêtés au jeu. Je appellerais peut-être plus ça un défi qu'un jeu, de réaliser, de présenter justement leur thèse en 180 secondes. Comme on l'a vu, la diversité des sujets qui ont été présentés aujourd'hui reflète bien l'une des forces de notre programme, donc l'interdisciplinarité. Donc, on a vu vraiment des sujets très, très variés. On aimerait souligner que ce que les étudiantes et les étudiants ont accompli durant cet exercice de vulgarisation, mais aussi un exercice de synthèse, démontre bien l'énorme effort qui a été déployé par toutes les participantes et participants. Juste avant de vous dévoiler les noms des gagnants, je vais vous dire que la tâche effectuée par le jury pour sélectionner les 3 meilleures présentations, ça a été excessivement difficile, car les présentations étaient de très haute qualité. Donc, ça démontre vraiment vos talents d'orateur. Donc, félicitations là, à toutes et à tous pour ces très bonnes présentations.
Donc, comme je vous disais, c'était excessivement serré dans le classement des 3 meilleures présentations. Et la preuve de ça, on a eu deux candidates qui sont arrivées ex aequo en 2e place. Donc, on a Élodie Kerr et Marion Noual-Aguette en 2e place ex aequo. Donc, félicitations. Chacune d'eux remporte un prix de 100 $ à la coop UQAM. Pour le premier prix, c'est un prix de 200 $ et la gagnante est Juanita Rodriguez. Donc, félicitations, Juanita. Et on avait comme autre prix, donc le prix du public, qui était un 50 $. Et ce prix, la gagnante a récolté 25% des votes du public et la gagnante est Marion Noual-Aguette. Donc, encore une fois, félicitations de la part des membres du jury. Puis vous avez fait un très beau travail. Puis vraiment, vous nous avez impressionnés par la qualité de vos présentations. Marc Lucas, tu as la main levée. Je ne sais pas si c'est un leg ou si c'est un... Marc, tu voulais intervenir? Non, c'est un leg, je m'excuse. J'essaie de... J'arrive pas. Bravo à toutes les étudiantes et étudiants. Bravo aux gagnants. C'est formidable. Oui, c'était vraiment difficile comme choix. C'est vraiment tous et toutes des présentations. Vous avez tous fait toutes des présentations excellentes, passionnantes, puis très intéressantes. Puis oui, un grand défi à relever. Bravo.